Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, AMFIT, en l'occurrence Monsieur Sanoussi Diakité. Messieurs les conférenciers, professeur Babacar Fall, président IA, et docteur Diandi, économiste. Membres du comité d'organisation, membres et sympathisants du mouvement pour la force et l'intensité du travail AMFIT, la délégation de Dakar, sa région et celle des autres régions du Sénégal. Chers invités en vos rangs, titres, toutes qualités confondues. Chers représentants de la presse, l'Alliance pour la force et l'intensité du travail est un mouvement lancé le 31 mars 2022 à Dakar et a comme objectif l'instauration au Sénégal d'une approche de développement structurée autour d'une production économique portée principalement par le travail. Le mouvement AMFIT regroupe des mouvements et organisations, sociétés civiles, associations, organisations politiques ou professionnelles et autres, et des personnes physiques au niveau national et international, qui sont engagées à s'investir pour la réalisation de ces objectifs. Cette conférence a pour objectif de communiquer, d'échanger et de partager sur la ligne politique et l'approche de développement portée par le mouvement AMFIT. De manière spécifique, la conférence vise à atteindre les objectifs suivants. Des communications autour du thème central, notre travail, notre souveraineté. Une participation active des différents acteurs politiques, économiques et sociaux. Une large couverture médiatique de la conférence, une présence massive des militants et sympathisants issus de différentes régions du pays. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble des membres du mouvement AMFIT pour la parfaite organisation de cette conférence. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, marquant de ce fait une grande prise de conscience des chantiers qui nous attendent, les défis à relever ensemble pour un même idéal: travail, innovation et engagement. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la conférence, Monsieur Mali Gassama. Nous allons accueillir notre invité d'honneur, le professeur Mary Teuw Niane. Le président de l'Alliance des mouvements pour la force et l'intensité du travail, AMFIT. Mesdames, Messieurs les membres du bureau, chères participantes, chers participants, honorables invités, en vos titres, grades et rangs. C'est avec le plus grand honneur que je conduis la délégation du Mouvement pour la transformation nationale à votre conférence nationale. Notre délégation est constituée de M. Patrice Silva, M. Abdoulwahab Ka et de moi-même. Monsieur le Président Sanoussi Diakité, vous constituez une référence nationale, africaine et internationale dans le domaine de l'innovation technologique. Nous savons tous que l'innovation scientifique et technologique est le moteur du développement industriel et économique. Le thème de votre conférence nationale, notre travail, notre souveraineté,
est un défi majeur du Sénégal indépendant. En effet, le moment n'est-il pas venu de restaurer la valeur travail dans notre pays, de donner aux compétences nationales le rôle de support des politiques publiques de développement et de promouvoir des entreprises nationales, championnes nationales, africaines et demain internationales. Mesdames et messieurs, notre pays est à un tournant de son histoire. Nous pensons que la mère des batailles est la restauration des valeurs, la promotion de la connaissance et de la compétence, le tout dans un climat de paix et de stabilité. Comme vous le voyez, nous partageons les mêmes valeurs. Sakku xam-xam, sàmm sa ngor, suuxat sa njëriñ. C'est pourquoi nous sommes convaincus de la convergence nécessaire de nos deux organisations dans leurs objectifs. Je souhaite plein succès à la conférence nationale de Amfit. Vive le Sénégal souverain et stable. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je n'oublie pas mon ami El Hadj Ndiaye, docteur Ousmane Sané, économiste, qui a bien voulu honorer de sa présence cette conférence. Merci, docteur. Remercier mes collègues, mes anciens collègues, au ministère de la formation professionnelle et à l'Office national de formation professionnelle. Je voudrais adresser mes félicitations à la section française de Amfit, avec à sa tête Madame Mama Sissi, qui avait bien souhaité venir, mais les contraintes de dernier temps n'ont pas permis qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Monsieur Diallo, Monsieur le directeur Diallo de la République des valeurs, représentant l'honorable Thierno Alassane Sall, merci pour votre présence. Merci pour vos considérations. Je voudrais associer aux salutations au professeur Marito Niane les éminentes personnes qui l'accompagnent, dont Abdoul Wahab, que j'ai connu et qui a été directeur de l'ASIT ou l'ASPI, et avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer en tant que président de l'Association sénégalaise pour la promotion des inventions et l'innovation. La conférence nationale, c'est une occasion de partage. Nous avons conçu une voie pour développer le Sénégal, qui sort des sentiers battus et qui met en avant une ressource que nous avons à disposition, mais que nous avons toujours sous-exploitée ou mal exploitée. C'est cette voie-là que nous voulons partager avec les Sénégalais. Non pas dans une logique de propriété intellectuelle, mais une logique d'inclusion, de création de force autour de cette voie
pour engendrer les transformations souhaitées dans notre pays. Il n'y a pas de secret. Généralement, dans l'expérience d'invention que j'ai pu avoir moi, notamment en travaillant sur la machine à décortiquer le fognon, nous banalisons, nous regardons la révélation divine passer comme si incognito sous nos yeux, nous ne le voyons pas. Et celui qui invente, c'est celui qui capte cette révélation-là. Il n'a que le mérite de l'attention de quelque chose qui passe, qu'il capte. Il n'a pas le mérite de l'existence de la chose. Cette chose-là existe par la volonté de Dieu. Mais quand il sait percevoir l'étincelle, il l'a saisie pour en faire une matière plus ample. Nous sommes dans cet exercice-là lorsqu'il s'agit aussi d'une nation. Il n'y a pas de secret. La solution est à portée de main. Ça est même très proche de nos yeux, mais nous ne l'exploitons pas. Quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? Nous sommes un pays pauvre, c'est-à-dire que le revenu, pour la majorité des gens, ceux qui gagnent $1 par jour, le seuil de pauvreté est très élevé. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons écouté les éclairages du professeur Babacar Fall et du professeur Idrissa Yaya Djandi. Ce qui ressort de cela, c'est qu'au Sénégal, nous avons, et ce n'est pas propre au Sénégal seulement, nous avons misé essentiellement à promouvoir notre travail par l'endettement, emprunter de l'argent. L'argent. Et vouloir travailler avec cet argent et rembourser. Travailler avec l'argent, créer de la valeur, créer de la croissance avec l'emprunt. Mais on se rend compte que l'encours de la dette représente près de 70% de notre richesse. Donc nous ne travaillons que pour rembourser. Parce que nous n'avons qu'une réserve de 30% pour continuer à soutenir nos efforts de développement. Et les économistes sont d'accord qu'avec un tel rythme, même s'il y a des pics de croissance, mais de manière globale, nous aurons beaucoup de temps avant d'atteindre une croissance soutenue, une croissance qui se transforme en progrès social, en progrès de la société. Pourquoi? Parce que nous misons plus sur le capital comme facteur de production que sur le travail. Le travail, la contribution du travail à la croissance économique du Sénégal est faible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les économistes. Or, le professeur Djandi vient de le montrer, que nous avons tout intérêt, c'est un gisement. Le travail est un gisement de richesse. Si nous avons comme objectif de créer de la richesse pour notre nation, nous avons un jugement à portée de main. Nous avons une population qui ne demande qu'à travailler. Nous avons une population jeune, pleine d'énergie, et qui est vraiment prête à suer, prête à travailler, à gagner par le travail. Mais on ne met pas au travail
les jeunes de notre pays. Ne confondons pas l'emploi et le travail. L'emploi étant la situation de production, mais le travail, c'est la production, l'activité de production elle-même. L'activité de production de biens et services. Le travail ne manque pas au Sénégal. Les travailleurs ne manquent pas au Sénégal. Ce qui manque, nous y reviendrons. Alors, les statistiques ont montré que pourquoi les travailleurs ne manquent pas. Nous avons une population active selon l'ANSD qui représente 54,3% de la population de 17 millions d'habitants. Nous sommes à 9 millions comme force de travail au Sénégal. Parmi cette force de travail-là, il n'y a qu'environ 54,9% qui ont une activité. Le reste est sans activité. Or, le travail, c'est l'activité de production de biens et de services. Il y a environ près de 46% de la population qui doit porter la charge de production, qui ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'un programme Xëyu Ndaw ñi de 65 000 emplois peut résoudre dans une population de 4 millions de jeunes qui attendent? Il n'y a rien du tout. C'est une goutte d'eau. Ça ne résout rien du tout. Nous avons un taux d'emploi de 39%. Les gens pensent, quand on dit taux de chômage, on dit le taux de chômage est à 15-17%, ce n'est pas très loin de ce qu'on vit en France. Les gens, on se voile la face avec un tel indicateur, croyant que le Sénégal n'est pas mal loti par rapport aux autres pays. Mais c'est faux. Le taux d'emploi est à 39%, c'est-à-dire 61% de ceux-là qui doivent travailler et gagner de l'argent ne travaillent pas. 61% donc de non-emploi au Sénégal. Ce n'est pas 17%, c'est 61% de personnes qui ne travaillent pas et qui doivent travailler et gagner. Pendant ce temps, on cherche des solutions par l'emprunt, alors qu'il est tout à fait possible de faire travailler cette force-là, qui est un gisement dont ont parlé les économistes. Alors, Amphit a dit, il suffit simplement de mettre le lien, l'articulation entre le potentiel de travail dans notre pays et la masse de travailleurs. Comment organiser le travail? Comment valoriser le travail? Quand on parle d'organisation et de valorisation, le professeur Diandi a indiqué tout à l'heure la taylorisation et les théories. Ce sont des éminences que nous avons invitées. Ils ne sont pas membres de Amphit. Ils ne sont pas adhérents de Amphit. C'est de la matière grise que nous avons invités à communiquer avec sur la valeur du travail. Pour que, sur le plan intellectuel et scientifique, avant que ce soit sur le plan politique, que les gens puissent appréhender cet enjeu-là du travail. Ils l'ont très bien montré. Mais ce qu'on a développé jusque-là en Europe, en termes d'organisation du travail, ça s'est structuré
autour de l'entité qu'on appelle l'entreprise. L'entreprise. Tout est conçu autour de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, par rapport à l'entreprise, vis-à-vis de l'entreprise et dans la perspective de l'entreprise. Nous avons dit pourquoi nous avons obligation de regarder l'entreprise. Nous pouvons regarder la communauté. La communauté aussi est une entité productive au sein de laquelle il est possible d'organiser le travail. C'est la dimension humaine dont il a parlé et la dimension culturelle dont a parlé le professeur Babacar Fall. En nous fondant sur ces éléments, nous pouvons tout à fait mettre en œuvre des programmes d'organisation du travail à l'échelle de la société à travers nos communautés, de manière à donner de la valeur, de la production et de booster notre croissance. Nous avons donc pensé qu'il est possible d'instaurer des politiques publiques qui font du facteur travail le principal levier de la croissance. Dès lors que la production économique repose sur deux facteurs, le travail et le capital, nous avons la possibilité alors de mettre l'emphase sur le travail plutôt que sur le capital. Le travail est disponible, nous ne l'importons pas. Nous ne l'empruntons pas. Le travail est disponible parce que la population jeune de 15-49 ans représente jusqu'à 84% de la force de travail. Ceux qui empruntent les pirogues de fortune, ils ont en moyenne entre 20 et 35 ans, c'est-à-dire le cœur même de notre force de travail qui va sur les embarcations de fortune. Et ça constitue chaque jeune qui perd la vie dans le désert ou sur les embarcations, c'est une perte sèche pour notre économie parce que c'est une force de production que nous avons perdue. On doit préserver ces jeunes parce que c'est la source de croissance. On doit les préserver, les protéger, on doit les promouvoir parce qu'ils produisent. L'exemple de Ford qu'il a donné aux États-Unis, valoriser le salaire du travailleur de manière à ce que d'abord il soit motivé à travailler, mais en motivant le travailleur à travailler, il a travaillé plus, donc il a mieux produit, et puisque la production s'est accrue, il a mis plus de biens sur le marché, et plus de biens sur le marché a permis au travailleur d'acheter le bien et de contribuer à l'essor de l'entreprise. Donc, il est tout à fait possible que nous concevons notre système de production à l'échelle de la communauté. Nous parlons d'autosuffisance alimentaire. Mais l'autosuffisance n'est pas difficile à réaliser. Ce n'est pas des programmes spéciaux de riz. Depuis 2017, on dit on va avoir l'autosuffisance en riz, on ne peut pas l'obtenir. Parce que la méthode est mauvaise. La méthode ne s'appuie pas sur nos propres qualités. La méthode ne s'appuie pas sur nos valeurs. La méthode ne s'appuie pas sur notre savoir-faire. La méthode est extravertie. C'est des solutions qui viennent d'ailleurs que nous appliquons. Nous avons combien de villages au Sénégal? 14 000 villages. Il suffit de confier 200 hectares à chaque village. Nous avons résolu le problème de la sécurité alimentaire. Et il n'est pas difficile d'organiser cela,
Nous avons encore 1 million d'hectares emblavables qui ne sont pas emblavés. Nous avons la terre agricole. Les terres emblavables ne représentent que 40% des terres agricoles. Et les terres emblavées sont encore en dessous. Nous avons de la terre. Et que nous ne nous fassions pas les illusions, les chimères en présentant l'exploitation du pétrole et du gaz comme étant alors l'Eldorado pour le Sénégal. Alors on a atteint on va atteindre une croissance de 2 chiffres. C'est une croissance artificielle que ça sera, fragile et précaire. C'est sur notre propre production. Nous allons être des rentiers. Cela ne développe pas une économie, on l'a vu. L'économie doit être développée à partir de l'agriculture. Seulement l'agriculture. Et là-bas que l'agriculture. L'agriculture produit. Dieu a mis ça à notre disposition. Vous semez 1, vous récoltez 100. Seule la terre ne ment pas. Nous récoltons et nous avons la possibilité de transformer. Les capacités de transformation que nous avons, on ne l'utilise même pas. Ce que au Sénégal, on a laissé les gens à eux-mêmes. Chacun entreprend comme il peut. Il survit. Or, l'emploi informel, on l'a montré, est un emploi précaire de survie. On travaille pour se nourrir, mais pas pour se développer. Ce qu'un travail de l'informel peut obtenir par mois, ça ne peut pas suffire pour qu'il se développe. Chaque jour qu'il fait, il va travailler pour obtenir la dépense. Il est incapable d'envisager l'avenir sous une autre perspective. Alors, nous disons qu'il faut organiser des programmes publics de production. L'État s'est désengagé de l'emploi à la fonction publique. Non. La fonction publique, l'État a, le professeur Fall l'a dit, qu'entre 1965 et 1985, l'État a été le premier employeur, alors qu'au temps colonial, c'était les entreprises qui étaient les premiers employeurs. Ces employeurs, il l'a montré dans son bouquin, Le travail au XXe siècle au Sénégal. Il a montré que le Sénégal a commencé à avoir des problèmes lorsque on a fait de la territorialisation dans l'AOF. Puisque c'était plusieurs États et l'entreprise implantée au Sénégal servait plusieurs territoires, il y avait un marché important. Lorsqu'on a arrêté avec la loi cadre, ça a rétréci le marché de nos entreprises et ça les a mis dans des difficultés. C'est ça qui est à l'origine de la fermeture de Icotaf. C'est ça qui est à l'origine de la fermeture de Sotiba, à l'origine de la fermeture de Bata, parce que le marché s'est rétréci. Nous n'avions plus suffisamment. Alors, les nouvelles autorités qui sont venues à la suite de la loi cadre ont pensé que, alors pour remplacer les cadres coloniaux, il fallait recruter massivement dans la fonction publique. Le rétrécissement dans l'entreprise a été compensé par la fonction publique. Jusque dans les années 80, où l'ajustement structurel est venu leur dire que vous devez déflater, vous devez renvoyer, parce que la masse salariale est insupportable. Pourquoi la masse salariale est insupportable? Parce qu'il n'y avait plus de croissance. Mais on a regardé, dans la fonction publique, on a créé des organisations d'encadrement du monde paysan.
on a créé l'ONCAD, l'Office national de coopération et d'aide au développement et d'assistance au développement, ONCAD. Il y avait plus de 6000 employés au moment où on supprimait, selon le professeur Fall. Mais ce n'était pas une société de production. Ce n'était pas un programme de production. C'était un programme d'encadrement. Alors, c'est pourquoi ça a échoué. Ce qui ne va pas échouer, c'est quand on se met soi-même dans la production. Il est possible que dans l'agriculture, à travers les villages, qu'un programme national de production agricole puisse manager, organiser, conduire, piloter elle-même une production agricole céréalière dans les différentes spéculations, que ce soit le maïs, le mil, etc. Le Sénégal est en train d'importer du maïs, ce qui est inadmissible. Et importer du maïs du Mali, c'est inadmissible. Alors que nous avons de la terre, il suffit simplement alors de donner de la valeur au travail là-bas. En amenant les jeunes ne vont jamais aller au travail agricole lorsqu'il faut gagner 50 000 ou 100 000. Non, il faut gagner 300 000, 400 000, 500 000 par mois. Et les gens peuvent aller alors travailler, vendre leur force de travail et gagner leur argent. On a voulu favoriser l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est bien lorsque la personne a les fibres de l'entrepreneur. Mais d'abord, ce que chacun a, c'est sa force de travail. Nous devons favoriser alors l'organisation du travail de manière à ce que, alors on crée des programmes productifs. Ce n'est pas les DAC, ce n'est pas les DAC, ce n'est pas les domaines agricoles communautaires où on aménage des terres, et on met des équipements, on dit aux jeunes tu travailles pour toi. Non. Il faudrait absolument que ce soit le programme lui-même qui conduit et recrute les jeunes et les paye afin qu'ils travaillent et gagnent de l'argent. Demain, ils pourront être des consommateurs qui vont acheter des biens et faire tourner l'économie. Mais quand on demande aux travailleurs lui-même de produire, lui-même de vendre, lui-même de gérer tous les risques, c'est évidemment le mettre dans des situations d'incompétence. C'est pourquoi nous devons favoriser la mise en place de programmes productifs, programmes publics productifs. Avec cela, ce n'est pas des milliers d'emplois, c'est des millions d'emplois dans l'artisanat, dans la transformation. Nos braves femmes qui sont dans la transformation, elles sont dans la transformation, elles sont des millions d'unités au Sénégal. Mais chacun essaie de travailler pour soi, en s'approvisionnant pour soi et en vendant pour soi. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux à faire la même chose et on le fait de manière avec toute petite échelle. Et quand on le fait à toute petite échelle, le coût est obligé d'être élevé. Et quand le coût est élevé, on a du mal à écouler. Voilà le dilemme, voilà le paradoxe. Or, si on met en place un programme national de transformation, chaque GIE aura sa production achetée par le programme et approvisionnée en matières premières par le programme à partir du programme agricole. Il n'y aura pas de rupture. Et qui va vendre, c'est le programme. Ce n'est plus le GIE. Il ne sera plus en face de la clientèle, il n'aura plus l'incertitude de l'écoulement, mais avec un système de labellisation qui permet d'identifier la qualité des produits, de mettre ensemble dans une synergie avec un contrôle, une surveillance, un encadrement qui lui permet de faire en sorte que le produit soit conforme aux normes. Il est possible alors de faire l'agrégation de la production des GIE afin d'en faire un seul produit unique, labellisé sous un seul nom et vendu à travers le monde. C'est le modèle indien.
c'est le modèle indien. Nous avons donc la possibilité d'organiser cela, et cela, c'est des millions d'emplois. Nous ne faisons pas suffisamment confiance à notre artisanat. L'artisanat peut employer des milliers de jeunes, simplement parce que l'artisanat va avoir des marchés publics dédiés, orientés, désignés, mais qui auront l'obligation de faire de la qualité. La qualité appelle des ressources humaines. Ces ressources humaines sont dans nos universités. Elles ont été formées et nous avons eu des exemples d'artisans qui ont recruté des ingénieurs parce qu'il y avait une exigence de qualité sur les produits. Donc, il est possible d'aller dans ce sens et c'est pourquoi nous disons que nous avons tout intérêt, nous avons cette voie-là pour développer notre Sénégal. C'est la valorisation et l'organisation du travail. Valorisation et organisation du travail, mettre le travail au centre des politiques publiques. Faire du travail un principe constitutionnel de reconnaissance et de valorisation de la personne. Lui donner un statut parce qu'il est bon travailleur. Lui donner de la valeur et de la reconnaissance et de la célébration parce qu'il est bon travailleur. Les gens voudront travailler parce que quand on dit « Khalis mun nañ ko lijjanti », mais comme kenn du ko lijjanti dañ koy liggéey. Nous avons dans notre culture la culture du travail qu'on ne pense pas. Les colons ont voulu développer chez nous que le noir, il est paresseux. Mais Amadou Hampâté-Bâ a dit, ceux qui nous traitent de paresseux, c'est eux qui ont inventé la formule « travailler comme un nègre ». Travailler comme un nègre, cela veut dire qu'il a de l'endurance, il a de la persévérance, il sait travailler, il a la force de travail. Il n'est pas paresseux. On ne l'a pas mis dans les conditions de travail. Alors, Demba War Ndiaye, qu'il a cité, est un exemple. Beaucoup d'autres exemples. Mais moi, je vais insister sur un exemple de travailleurs qui ont fait triompher notre nation. En 1947, le 10 octobre 1947, s'est déclenché sur la ligne Dakar-Niger une grève des cheminots. Cette grève-là, elle a duré 5 mois et 10 jours. Les privations, la faim, des gens sont morts. Des gens ont été emprisonnés. Des privations, des persécutions, des intimidations. Ils ont résisté. Finalement, ils ont triomphé de manière retentissante contre le colon, parce que le colon s'est plié à leur volonté. C'est les cheminots de Dakar-Niger, dont Ibrahima Sarr a été un des dirigeants qu'il a cité. On essaie de les oublier. Nous, en fait, on veut les réhabiliter. Nous, en fait, on veut les célébrer. Nous, en fait, on veut montrer que ceux-là, ce sont eux-là qui sont les héros de l'histoire du Sénégal. Parce qu'ils nous ont rendu notre fierté en se dressant contre le colon, en affrontant le colon et en ayant une victoire. Ce n'est pas seulement affronter, ce n'est pas seulement résister, mais c'est de gagner. Eux, ils ont montré qu'ils ont pu gagner. Les cheminots ont gagné. L'épicentre de la grève, c'était Thiès. Ils ont gagné sur le colon. Qu'on me cite un autre exemple de résistance. Les Senghor, les Blaise Diagne, les Galandou Diouf, même les Mamadou Dia, sont du système français. Les cheminots, non. Les cheminots, c'est des Africains qui ont voulu affirmer, dire, vous êtes des Français, on fait le même travail que vous, nous devons gagner la même chose.
c'est ceux-là qui sont les vrais artisans de notre dignité et notre fierté dans la nation. Senghor, Blaise Diagne, tous ceux-là, ils ont voulu chercher de l'amélioration dans un système dans lequel ils étaient partie prenante. Blaise Diagne a été député, Senghor a été député français. Lamine Gueye a été député français. Senghor a été même ministre français. Les gens pensent que ce n'est pas à lui qu'on a légué l'indépendance du Sénégal, les clés. Lors de l'indépendance, c'est à Mamadou Dia qu'on a remis les clés. On dit Senghor est le père de l'indépendance. Non, c'est Mamadou Dia le père de l'indépendance. Mais ils n'ont pas construit l'indépendance, c'est-à-dire du point de vue de la dignité humaine. Vis-à-vis du français, les cheminots de Thiès ont été les artisans, les véritables artisans. Ils ont changé le rapport avec le colon. Avec cette victoire, ça a changé. Ça a précipité les choses. Je voudrais m'arrêter là et m'excuser du temps que ça a pris cet exposé. Vous remercier beaucoup, beaucoup de votre attention. Merci. Merci.